Bonsoir et bienvenue au nom de toute l'équipe de l'Odyssée, en présence de deux présidents de la Cour européenne des droits de l'homme, l'actuel, et on peut l'applaudir, c'est un monsieur formidable, Quel film hein, qui n'a pas pris une seule ride. Juste une anecdote personnelle, si tu m'y autorises, qui intéressera notre ami Panos, monsieur l'ambassadeur de Grèce. Il y avait un cinéma là où il y a le bâtiment de l'ambassade grecque, qui à Strasbourg, bien sûr, place Broglie, qui s'appelait Le Broglie. Et moi, j'ai eu la chance de voir ce film en 1969. On était des jeunes étudiants, etc. Et en sortant le soir, il devait être 22h ou 22h15, eh bien, spontanément, sans qu'il y ait aucun... mais spontanément, on était tellement plein qu'on a fait une manifestation improvisée. Il y avait 200 jeunes comme ça et spectateurs qui ont marché d'un bout de la place Broglie à l'autre bout vers l'Opéra et qui est revenu à l'autre bout de la place, là où il y avait une station de bus à l'époque, ou de trolleybus ça s'appelait. Et on était soulagés tellement on avait besoin de décharger et tellement on était impressionnés par un aspect du message un des messages de ce film, la nécessité de la séparation des pouvoirs, d'avoir des gens qui ont des responsabilités et qui ont du courage, qui, au lieu de s'accommoder de l'injustice officielle, eh bien, avaient le courage de défendre les valeurs au prix de leur confort administratif, citoyen, ou même personnel. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Et c'est une leçon qui est toujours d'actualité. C'est pour ça que j'étais absolument très heureux quand tu as dit il faut prendre Z, parce qu'aujourd'hui encore, une vigilance démocratique s'impose. Après tout, c'est pour ça que nous payons nos impôts, pour pouvoir vivre dans des valeurs démocratiques. Alors, je tenais à le dire, et je te tends tout de suite le microphone, et puis les actrices et les acteurs, Irène Papas, qui dit presque pas un mot, et qui parle avec des yeux, et tous ceux, notamment, qui jouent les méchants, Pierre Dux, le général de gendarmerie, le colonel, c'est Perrier qui joue Bozoufi, Marcel Bozoufi, qui était l'époux de Françoise Fabian. Il joue de façon extraordinaire, même un animateur de radio, José Arthur, qu'on voit un tout petit peu pendant le film. Quelle panoplie d'actrices et d'acteurs qui par des mimiques, etc., montre tout le cynisme, l'hypocrisie et l'absence totale de vergogne que peuvent avoir ceux qui sont décidés à piétiner les valeurs que pourtant ils ont pour charge de défendre. Oui, merci beaucoup. J'ai revu le film pour la énième fois. Je crois qu'effectivement, il n'a pas pris de ride. Si l'on veut raisonner sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme, il y aurait une violation de l'article 2 de la Convention sous plusieurs angles d'ailleurs, et l'aspect procédural, comme on dit, c'est-à-dire manque d'enquête crédible, et l'aspect substantiel, et puis après les matraques, donc l'article 3, l'interdiction de la torture. La vie privée, vous avez vu à quel point il était question de surveillance d'un certain nombre de personnes. L'article 10, bien évidemment, la liberté d'expression, les journalistes qui étaient matraqués aussi. L'article 11, la liberté d'association. Et bien évidemment, l'article 6 avant tout, avec les pressions exercées sur le petit juge qui est devenu ensuite notre président de la République pendant les années 85 à 90, donc M. Sartsedakis. Voilà donc un film qui s'inscrit dans l'histoire du pays. Les événements se passent en 1963. Donc 14 ans après la fin de la guerre civile en Grèce, 46-49, vous avez senti les tensions entre ce qu'on appelle les communistes et puis après les organisations paramilitaires d'extrême droite. Et donc les fractures de la guerre civile demeurent toujours en ce moment-là. Et puis après, peu à peu,
peu la situation se dégrade et on arrive jusqu'à la dictature militaire. D'ailleurs, ces fractures du pays, on peut les voir de temps à autre. On a pu les voir récemment avec l'Aube dorée, un parti d'extrême droite qui a pu subsister jusqu'à il y a quelques années encore, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une affaire récente devant la Cour, une affaire Sakir contre Grèce, un parti qui finalement a disparu, et notre président actuel de la République, M. Pavlopoulos, le 24 juillet dernier, il s'en est félicité. Le 24 juillet, c'est le jour du rétablissement de la démocratie en Grèce, en 1974, donc après la fin du régime des colonels. Et depuis lors, c'est un jour de fête, pour ainsi dire, le rétablissement de la démocratie. Il y a une grande réception annuelle de la part du président de la République dans le palais présidentiel. J'ai eu l'honneur d'être convié l'année dernière. Et donc, le président se félicitait effectivement de la disparition du parti de l'Aube dorée. Je dis tout ça pour un peu relier le passé avec le présent, parce que c'est vrai qu'il faut voir l'histoire du pays dans son ensemble, n'est-ce pas? Voilà donc comment je verrai le contexte historique, si vous voulez, du film en question. Mais toi, Jean-Paul, tu es l'expert, vous deux, vous êtes l'expert cinématographique. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Oui, je ne suis pas l'expert cinématographique, mais en tout cas, je n'empiéterai pas sur tes plates-bandes en commentant ou en recommandant les événements tragiques qu'a vécu ton pays, la Grèce. Je suis naturellement tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit mon ami Alexandre Sicilianos. Ce que je voudrais dire, c'est de façon plus générale que Costa Gavras, qui est maintenant un très vieux monsieur, mérite véritablement un hommage sans cesse renouvelé. Parce que dans beaucoup de ses films, avec beaucoup de courage, de lucidité et aussi de sens de la pédagogie, il a dénoncé toutes sortes de violations des droits et des libertés. Il a défendu la justice. Nous avons plusieurs fois passé à l'Odyssée section spéciale, et encore assez récemment, qui fustige les abus et les ignominies de la justice du régime de Vichy en France pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mais il a fait beaucoup d'autres films politiques. L'Aveu, avec Yves Montand dans le rôle principal, sur les abus du stalinisme ou du communisme autoritaire en Tchécoslovaquie. Il a fait Missing sur les personnes disparues en Amérique latine, Music Box, Amen. Enfin, c'est un homme qui est... Et il a eu la Palme d'Or à Cannes pour Missing, où l'acteur principal était Jacques Lemmon, si je me souviens bien. Et là, il a eu non pas la Palme d'Or à Cannes, mais l'Oscar, comme tu l'avais dit, l'Oscar du meilleur film étranger. Et Jean-Luc Trintignant a eu à Cannes le prix de l'interprétation masculine pour ce rôle formidable de juge d'instruction. La seule chose que j'ajouterais pour compléter un tout petit peu ce que tu as dit, mais tu me diras si je me trompe, ce petit juge a naturellement été victime de sanctions graves pendant la dictature des colonels. Après, bien sûr, après le retour de la démocratie, il a repris des fonctions judiciaires. Et comme tu l'as dit, ça a été un hommage formidable du peuple et du Parlement hellénique de l'élire président de la République en 1985. Donc, en tout cas, Costa Gavras n'a pas fait que des films politiques, il a fait aussi des films policiers. Par exemple, son premier film, Compartiment tueur, qui est remarquable, d'après Sébastien Japrisot. Mais il a porté toute sa vie ce message, et j'espère qu'il va le porter encore pendant plusieurs années, ce message de défense des valeurs qui nous sont communes, la démocratie, la justice, l'indépendance des juges, la liberté d'expression, la liberté des journalistes. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est un réalisateur exceptionnel. Encore un petit détail, c'est une question qui m'a été posée par ma voisine. On dit à la fin du film que Mikis Theodorakis n'a pas pu assurer la coordination musicale. La musique est de lui, bien sûr, mais comme tu l'as rappelé, le film a été tourné en 69. Et en 69, Mikis Theodorakis se trouvait être déporté
dans un camp d'assignation à résidence par la dictature des colonels. Voilà, c'est un film formidable qui est un film formidable pour la Grèce, pour l'Europe, pour le monde entier. Et ça veut dire, je m'excuse de le répéter, mais je le pense vraiment sincèrement, que Costa Gavras, avec lequel je n'ai pas de lien de parenté, d'ailleurs Costa c'est Constantinos, Costa Gavras est un réalisateur exceptionnel et nous sommes très fiers à l'Odyssée de pouvoir vous montrer un de ses plus beaux films. Merci. Merci Jean-Paul. Alors non seulement un certain nombre de gens étaient emprisonnés sous la dictature des colonels, mais c'est aussi la raison pour laquelle le film a été tourné en Algérie. Puis à Alger, pour être précis. D'ailleurs, dans le générique, on reconnaît un certain nombre d'acteurs qui sont en fait des acteurs du cinéma algérien. Mais moi, ce que je voudrais dire encore en plus, c'est que le rôle de la musique, pas seulement que ce soit non prestigieux, est extraordinaire. Quand il y a par exemple la scène où Maurice Baquet, celui qui est le maçon, qui aide. C'est l'acteur qui s'appelle Maurice Baquet, qui était un virtuose du violoncelle, d'ailleurs, au passage, il faut le dire, et qui était un acteur et un homme modeste, mais très de grande qualité. Eh bien, il poursuit le triporteur, le kamikaze, et il arrive à sauter sur la plateforme du kamikaze. Il y a une musique, un rythme, un tempo qui est absolument entraînant. Je crois que aussi bien en 69 qu'aujourd'hui en 2020, c'est-à-dire 51 ans après. Il y a aussi la musique quand son épouse arrive, qui est un grand moment. Enfin bref, il y a toute une série de grands moments. Mais ce que je voudrais témoigner, moi, en tant que spectateur de l'époque de 69, c'est que le film est parvenu, nous l'avons découvert dans un moment qui était particulièrement propice du point de vue de l'investissement des acteurs qui ont surtout fait ça par militantisme. Yves Montand avait joué dans Compartiment de tueur, que tu as évoqué, et il avait décidé d'aider ce film pour qu'il puisse trouver tous les financements. Et il y avait toute une série de gens qui étaient convaincus par la nécessité de participer. Un grand acteur de la comédie française de l'époque, Pierre Dux, Julien Guillaumard, que vous pourrez voir dans le cycle Buñuel qui va commencer à partir de mercredi prochain, qui joue le rôle du colonel dans plusieurs films de Buñuel, et qui joue le rôle du colonel de la gendarmerie, qu'on voit en uniforme et en civil. Magali Noël, extraordinaire quand elle dit « j'appartiens » au croc, évidemment, parce qu'elle défend son ménage et la position de son mari, le beau-frère. Et puis Jean-Louis Trintignant. 2 ans auparavant, ou 3 ans auparavant, il était célèbre avec Un homme et une femme. Donc, soudain, dans un film très populaire au sens positif du terme, eh bien, il y a un acteur que l'on revoit dans un film qui est engagé au service de la défense des valeurs démocratiques. Ça, c'était levier, si vous voulez, d'enthousiasme et d'exaltation. Bref, c'est un très grand film, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de nos amis spectatrices et spectateurs présents qui voudront poser des questions, soit à Alexandre, soit à Jean-Paul. La parole est à la salle. Allô ? Oui, allez-y. Si vous pouvez vous lever, et on vous entendra mieux, sinon je cours vers vous. Oui, enfin... Je suis d'accord que c'est un film absolument extraordinaire et je pensais qu'il aurait vieilli, mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas vieilli du tout, sauf du point de vue du degré de violence. Maintenant, dans les films de ce genre, on voit autre chose que les matraques, et dans la réalité aussi. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, en dehors de la musique, les acteurs, tout ça, ce qui est absolument extraordinaire, le scénario, c'est qu'il montre que la clé, c'est la presse et le pouvoir judiciaire. Et la question que je me pose, puisque nous avons le président de la Cour devant nous, c'est comment fait-on maintenant, comment fait la Cour maintenant avec les dictatures où la presse et le pouvoir judiciaire sont incapables d'agir et où les dirigeants
que je n'ai pas besoin de nommer, disent simplement devant les jugements de la Cour, nous ne sommes pas liés par les jugements de la Cour tout en étant signataires de la Convention. C'est la question que je me pose au sujet de la Cour. Vous savez certainement, puisque vous posez cette question, que la Cour a le privilège d'avoir le comité des ministres et le service d'exécution des arrêts à ses côtés, et que de ce côté-là, nous avons un système qui est unique au monde, parce que, comme le disait M. Cansado Trindade, qui était dans le temps président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, là-bas, il y a une lacune institutionnelle, puisqu'il n'y a pas de comité des ministres. Et idem pour les Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas de comité des ministres. Le Conseil des droits de l'homme ne s'occupe pas de l'exécution, de la mise en œuvre des recommandations des différents comités des droits de l'homme des Nations Unies. Donc nous avons quand même un mécanisme qui est bien plus efficace que tout ce qui existe dans le monde par ailleurs. Donc je souscris à vos interrogations et à vos remarques. Mais j'aimerais quand même le relativiser un peu, en ce sens que nous faisons des efforts. Il y a des personnes dans la salle, je salue Madame Leila Kayachnik du comité des ministres et d'autres personnes dans la salle, des ambassadeurs qui participent au comité des ministres et qui font des efforts pour l'exécution des arrêts, n'est-ce pas? Ce n'est pas une tâche facile, mais le processus d'exécution des arrêts, comme vous le savez, comporte non seulement des mesures individuelles qui concernent le requérant lui-même, comporte également des mesures générales. Les mesures générales, cela signifie le changement des pratiques administratives, cela signifie, le cas échéant, le changement de la législation, cela signifie le changement de la jurisprudence. Donc, cela signifie beaucoup de choses. C'est un processus à longue haleine. Nous essayons de le renforcer. Nous essayons de créer des synergies supplémentaires entre la Cour et le comité des ministres et le service d'exécution des arrêts pour aller plus loin en ce sens. Mais bien évidemment, nous avons nos moyens. Nous ne sommes pas des gendarmes, nous sommes une cour internationale avec les pouvoirs qu'une telle cour a. Et les limites qu'une organisation internationale comme le Conseil de l'Europe peut avoir également. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Je sais que ma réponse est certainement incomplète et partiellement insatisfaisante, comme est la nature de l'homme, n'est-ce pas? Merci Alexandre. Merci. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que en cas de violation très grave et permanente de la Convention européenne des droits de l'homme par un régime dictatorial, il existe une arme qui est un peu comme la bombe atomique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir très souvent, c'est l'exclusion du Conseil de l'Europe. Et en réalité, ça a joué une fois seulement. La Grèce, qui était sur le point d'être exclue du Conseil de l'Europe pendant la période de la dictature des colonels, a préféré quitter le Conseil de l'Europe et donc la Cour européenne des droits de l'homme. Mais naturellement, après le rétablissement de la démocratie en 1974, le gouvernement grec a demandé sa réintégration au Conseil de l'Europe et l'a obtenue. Mais vous imaginez bien que s'il s'agissait d'utiliser très souvent cette arme de l'exclusion du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe risquerait malheureusement de s'effilocher. Et c'est une arme un peu absolue, mais un peu théorique aussi. Si je peux me permettre un complément également en s'inspirant des paroles de Jean-Paul. Ce n'est peut-être pas une coïncidence le fait qu'en 1969, c'est-à-dire la même année du film, et l'année pendant laquelle l'affaire grecque a été adoptée, n'est-ce pas? Non, pas l'affaire, le rapport de la Commission. Ça fait 51 ans. Récemment, en Grèce,
il y a eu le 12 décembre dernier, il y a eu un grand colloque sous l'égide de notre président de la République, avec la participation des 4 ambassadeurs des pays qui ont intenté à l'époque le recours interétatique, c'est-à-dire les ambassadeurs de la Suède, de la Norvège, du Danemark et des Pays-Bas. Et moi-même, j'ai participé à ce colloque en représentant la Cour pour analyser cette affaire au fond. Et on a découvert beaucoup d'éléments un peu oubliés de nos jours qui sont dans les lignes de ces 4 tomes que comporte le rapport de la Commission. Donc l'affaire grecque et le film sont de la même époque, n'est-ce pas, de la même année, je dirais. C'est peut-être pas une pure coïncidence. Et puis après, pour donner un autre complément de réponse à votre question précédente, nous avons mis en place également, grâce aussi à Jean-Paul qui a fait les choses bien pour précipiter l'entrée en vigueur du 14e protocole, on a mis en place ce qu'on appelle le recours en manquement. Le recours en manquement a été appliqué pour la première fois durant l'année 2019. Il a eu des effets concrets, en ce sens qu'un État membre qui refusait obstinément d'exécuter un arrêt précédent de la Cour, il a été obligé à le faire. Il a été obligé à libérer une personne, sous condition d'abord, puis après inconditionnellement. Et donc ce recours en manquement, qui est une nouvelle procédure de la Cour, qui peut être intentée par le comité des ministres et qui constitue donc une synergie entre la Cour et le comité des ministres, a prouvé son efficacité. Donc il y a un potentiel, me semble-t-il, là-bas. Rien que par son existence, ce recours peut avoir des effets concrets. Voilà donc un autre élément à votre réponse. Voilà, tout à fait. Autre question, le balcon. Moi, en attendant qu'une question se prépare, je voudrais dire aussi que la force du film, c'est, si vous vous souvenez, au tout début du film, il est dit toute ressemblance est volontaire avec des faits et des situations, mais en même temps, le film, bon, l'exemple est tellement évident à l'époque, comme le nez au milieu de visage, il s'agit de la Grèce et de la dictature des colonels, mais on ne cite pas un pays particulier. D'ailleurs, si vous faites attention, à un moment donné, la caméra se lève un peu, on voit 2 portraits officiels, un homme, une femme, mais le cou est coupé, et puis ensuite elle monte un peu plus haut, mais il y a le reflet de la lampe, n'est-ce pas, sur chacun des... c'est pour pas montrer le roi et la reine de Grèce de l'époque, et parce que c'est une volonté de montrer qu'il y a un mécanisme qui est malheureusement pas spécifique à la Grèce et qui a un pouvoir de nuisance beaucoup plus large et universel. Et que donc c'est sur des principes universels qu'il faut lutter contre ce type de dictature et de répression, d'écrasement de la séparation des pouvoirs, de la liberté de la presse, comme vous l'avez dit tous les deux auparavant. Alors, des questions ? Allez, s'il vous plaît. Allô ? D'intervention. Oui. Déjà, je voulais savoir si quelqu'un sait combien de magistrats ont démissionné sous le régime de Vichy en France. Et pas beaucoup. Un magistrat judiciaire et un membre du conseil. Donc effectivement, il y a la liberté de la séparation des pouvoirs, c'est important, mais il y a aussi la conscience des magistrats et leur éducation. D'autre part, il se trouve maintenant, ça fait presque 1 an, j'ai fait un certain nombre de samedis à Paris, entre la Madeleine et les Champs-Élysées, où j'ai vu un peu les procédés des forces de l'ordre françaises, et je peux vous assurer en mon âme et conscience que je n'ai pas vu un seul tir de flashball qui ne visait pas la tête des manifestants. À quelques pas de moi, j'ai vu un photographe de presse qui s'est effondré après avoir pris 2 balles dans la tête. Bon, je voulais savoir où en était votre institution par rapport à ce que vous avez reçu des plaintes. Est-ce que des choses sont à l'étude sur cette période troublée de l'histoire de France ? Vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Donc, s'il y a des procédures en France, bien, il va falloir attendre, bien évidemment, que les procédures en question se terminent en France, avant que les plaintes arrivent
chez nous. Cela dit, je voudrais vous rassurer que tout ce qui se passe au niveau national, les problèmes des différents États membres du Conseil de l'Europe, s'il s'agit des problèmes de droits de l'homme, bien évidemment, arrivent tôt ou tard à la Cour. Je le vois à travers mon propre pays, je le vois à travers les pays que je connais le mieux, qui appartiennent à la section à laquelle j'appartiens moi-même. Donc, historiquement parlant, et si l'on veut faire la rétrospective de ce qui s'est passé depuis la création du système de protection des droits de l'homme, chaque pays a ses propres problèmes, bien évidemment, et ces problèmes-là, tôt ou tard, arrivent devant la Cour. Donc, mais personnellement, je fais confiance quand même aux juges français j'étais moi-même aujourd'hui à Paris pour l'inauguration de l'année judiciaire. Je peux quand même témoigner de la qualité de la justice française. Donc, on verra bien ce qui va se passer avec ce genre d'incident, pour reprendre le vocabulaire utilisé dans le film, n'est-ce pas? Oui, puis moi je voulais ajouter à ce que vient de dire Alexandre qu'une spectatrice tout à l'heure a dit « le film n'a pas pris de ride, il n'a pas vieilli, sauf la violence ». Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans les événements actuels en Europe, en France, mais dans d'autres pays, c'est que les manifestations et les contre-manifestations ou la répression des débordements, tout ça me paraît beaucoup plus violent qu'il y a 50 ans. Je me souviens, étant étudiant, d'avoir participé à des manifestations, par exemple contre l'OAS. J'ai été moi-même matraqué par un policier, bon, c'était pas très grave, mais quand je vois les images à la télévision maintenant, je crois, et vous avez raison monsieur, qu'il y a un usage des armes et de certaines armes qui est beaucoup plus systématique et peut-être beaucoup plus grave que ça n'était le cas à l'époque, évidemment lointaine, où j'étais étudiant. Dire que je vais évoquer le pays où je suis né. Quand il y a eu une manifestation pour défendre un peu le fait qu'on ne coupe pas des arbres, il y a eu quand même 11 morts. C'était en 2013. Mais pour ne pas citer un pays particulier, il n'y a pas seulement les armes qui sont plus dangereuses aujourd'hui, mais il y a des techniques de, entre guillemets, j'adore ces euphémismes-là, de neutralisation. Il y a quelqu'un dans un pays membre du Conseil de l'Europe qui est mort à la suite d'une intervention manu militari par les forces de l'ordre, le pharynx brisé. C'était il y a la semaine dernière. Il faut le dire. Il y a malheureusement effectivement une violence plus grande. Et ce que je voulais juste dire aussi, c'est qu'au Conseil de l'Europe, non seulement... Parce qu'il y a un paradoxe, c'est que, bien sûr, les États défendent à la fois les principes, et heureusement, parce que sinon, ça serait la fin des haricots, comme on dit, mais en même temps, il y a des considérations de réel politique, c'est-à-dire c'est plus ou moins opportun, à certains moments, de frapper, enfin, de défendre les principes. Parfois, on peut être plus... enfin, on peut regarder ailleurs, ne pas voir... Mais au Conseil de l'Europe, il y a aussi, et là c'est une dame actuellement, la commissaire aux droits de l'homme, qui elle aussi est saisie, qui s'est, notamment, monsieur, par rapport à ce que vous avez évoqué, qui s'est exprimée très clairement. C'était le début de l'année 2019, si j'ai bonne mémoire, ou février 2019, où elle s'est... par rapport à vos déplacements à Paris, elle a eu, là aussi c'est un euphémisme que j'utilise, elle a évoqué un certain nombre d'inquiétudes. Donc le Conseil de l'Europe, de ce point de vue-là, fait le travail qu'il doit faire. Le problème, c'est qu'il faut le faire de plus en plus, intensément, et avec de moins en moins de concessions à la réelle politique. Mais ça, c'est pas le Conseil de l'Europe, c'est aussi la cohérence des différents États concernés, bien sûr. En tout cas, moi, je voudrais saluer aussi, et ça, c'est un exemple. C'est par exemple ce que, en tant que cinéphile, j'adorerais dans le cinéma américain une capacité d'autocritique, notamment face à la guerre du Vietnam. Eh bien, aujourd'hui,
Et enfin, c'est ce que j'ai pensé immédiatement quand on en a parlé avec Alexandre, qui m'a dit il cède. Je crois que, et c'est ça qui est tout à ton honneur, c'est-à-dire c'est pas oui, c'est un réflexe, il est grec, donc il parle d'un film qui parle de la Grèce. Non, il y a un film qui critique non pas un pays, mais le régime abject qui, à un moment donné, s'est emparé, a volé ce pays pour imposer un certain nombre de violences et de violations. Et c'est quand même très très bien, parce que c'est toujours bien, comme on dit en France, de balayer devant la porte du voisin, et ça évite de balayer devant sa propre porte. Et là, avec ce film, il y a aussi l'homme Alexandre Sicilianos, non seulement le grand démocrate et le grand juriste, mais qui se mouille, parce que vous imaginez qu'un nationaliste obtus et vilain, si vous voulez, il dira oui, mais tu luttes contre ton pays. Au contraire, c'est la meilleure façon de défendre son pays, parce qu'on pense qu'il est digne, son pays, de voir s'appliquer des valeurs à dimension universelle. Et c'est la raison pour laquelle je salue ton courage et ton choix, cher Alexandre, qu'on peut applaudir à nouveau. Une dernière question ? Non, alors je vais, s'il n'y en a pas, je vais demander à Jean-Paul en tant que maître des lieux et ensuite à Alexandre en tant que hôte d'honneur et ami permanent de l'Odyssée de dire le dernier mot à propos de ce film et sur la vie telle qu'elle devrait aller, telle qu'elle ne va peut-être pas parfois, malheureusement. Jean-Paul ? Merci beaucoup. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Je me réjouis que vous soyez venus nombreux et nombreuses, que vous soyez restés pour le débat. Je remercie encore une fois mon successeur et ami Alexandre Sicilianos d'avoir suggéré ce film et d'avoir animé le débat. Et je voudrais vous dire une fois de plus que souvent Strasbourg est qualifié ou s'auto-qualifie de capitale européenne des droits de l'homme. Et bien entendu, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe qui sont les phares de cette prétention, à mon avis justifiée, à arborer ce titre, ce pavillon. Mais à notre modeste échelle de petit cinéma qui fait 60 000 spectateurs dans l'année, 62 000, nous essayons aussi à l'Odyssée de participer au combat pour les droits de l'homme. Je le disais par d'autres moyens. Et personnellement, j'ai toute ma vie essayé d'être un peu cohérent avec moi-même. On y arrive ou on n'y arrive pas. Mais d'avoir été pendant 13 ans juge à la Cour, pendant près de 5 ans président de la Cour, et d'être maintenant depuis de nombreuses années président de l'Odyssée, ça me paraît une cohérence. Et je m'excuse de partager ce sentiment très personnel avec vous, mais il me fait grand plaisir. Juste simplement pourquoi le film avait été tourné en langue française. Pourquoi le film a été tourné en langue française ? Alors c'est moi qui vais peut-être répondre là. Pourquoi pas, premièrement. Deuxièmement, quand je ne sais pas si c'est votre langue maternelle, enfin quelle que soit notre langue maternelle, à nous toutes et tous, quand on dit « peux-tu me passer le thé ou le beurre s'il te plaît ?», on le parle dans notre langue maternelle. Et puis on parle aussi la langue on utilise la langue du pays où l'on est. Or, Costa Gavras est venu à l'âge de 17 ans à Paris pour étudier le droit, mais très vite il a bifurqué vers le cinéma. Il a été l'assistant d'un certain nombre de gens et son premier film, il le réalise Compartiment tueur, et à partir de là, il fait des films dans le monde du cinéma français où il a été accepté. Là aussi, il faut quand même souligner qu'il n'y a pas eu de mur. Ben ouais, c'est un type qui vient de Grèce, et puis donc, la France aux Français, comme disent malheureusement certains voyous politiques.
ça n'engage que moi ce que je dis, mais donc, je le pense et je le partage avec moi-même. Et en plus, les circonstances étaient telles que c'était un peu difficile en France de tourner, parce que vous voyez que ce film ne peut pas être tourné à Roubaix ou à Tourcoing ou à Maubeuge, même si les clairs de lune sont célèbres. Reste, c'était impossible. Eh bien, il y a l'autre côté de la Méditerranée. Et à l'époque, il y avait aussi disons, un pouvoir qui était plus porteur d'espoir que par la suite, après l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il y avait un peu une générosité militante, tiers-mondiste, qui faisait que il y avait des conditions pour permettre une production facile. Voilà, c'est la raison. Mais avant tout, le film, il parle le langage et la langue du cœur et de l'intelligence et les valeurs démocratiques. Alors, le dernier mot, si tu veux bien. Oui, juste pour remercier vous tous, mes collègues qui ont bien voulu venir assez nombreux ce soir, et mes collègues du Conseil de l'Europe, les ambassadeurs de Grèce bien évidemment. Il vient de partir monsieur l'ambassadeur de la Géorgie également, président du comité des ministres. Et donc un grand merci bien évidemment à Odyssée, à Jean-Paul et à Farouk pour cette invitation. Et un grand merci à vous une fois de plus pour avoir partagé ces quelques moments avec nous. Merci infiniment. Et un grand merci à toi.